C'est de présenter un petit peu mieux le cormier. Vous avez sans doute déjà observé attentivement les panneaux qui sont dans la grande salle. Là, mon propos maintenant va être de vous présenter quelques images et surtout, n'hésitez pas à intervenir et de poser des questions, que ce soit interactif. Je soupçonne certains de connaître déjà beaucoup de choses sur le cormier. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais bon, je suis ravie quand même. Et éventuellement, si je dis des grosses bêtises, voilà, il ne faut pas hésiter à rectifier et à intervenir. Donc déjà, on peut dire que ceci n'est pas une feuille de cormier. Le cormier qui fait partie de la famille des rosacées, comme les fraisiers, les framboisiers, mais aussi les pruniers, les rosiers, les pommiers, les poiriers. Donc il fait partie de cette belle grande famille qu'on reconnaît facilement parce qu'une fleur de rosacée ressemble beaucoup à une autre fleur de rosacée, une fleur de fraisier ressemble beaucoup à une fleur de pommier ou à une fleur de prunier d'un point de vue botanique, mais les fruits présentent une très très grande diversité. Une framboise n'a rien à voir avec une pomme ou avec, super, merci, ou avec une, merci Fabrice, ça y est, on a trouvé la solution, merci beaucoup. N'a rien à voir avec une corne. Donc, la famille des rosacées, je suis désolée, là, je masque un peu l'image. Voilà, je vais faire comme ça, je vous mets dans le petit coin. Donc, la famille des rosacées, le cormier, lui, est un arbre, et un arbre qui peut vivre extrêmement longtemps. Son aire d'origine, c'est plutôt le bassin méditerranéen, et on pense qu'il est arrivé chez nous à la période des Romains, quand les Romains ont colonisé la Gaule. Ils sont arrivés avec leur technique, ils sont arrivés avec leur savoir-faire, et selon toute vraisemblance, ils étaient déjà très experts dans la culture du cormier, dans ce qui est devenu maintenant l'Italie. Vous avez peut-être observé sur le diaporama qui passe contre le mur de la grande salle des magnifiques photos de cormiers, de cornes italiennes. Elles sont très très grosses. Je pense que vraiment la zone d'origine de cette culture, c'est l'Italie. Ça, c'est une hypothèse qui reste à vérifier. Voici un très vieux cormier de la Sarthe, dans le canton du Grand-Lucé, qu'on a mis en évidence quand on a mené l'inventaire des arbres remarquables de la Sarthe, avec la Cépénès. Ce cormier est sans doute âgé de 3 siècles. On pense que 1 cm de croissance dans la circonférence représente une année de pousse. Voilà, ça c'est une hypothèse qu'on ne peut vérifier malheureusement que lorsqu'on a un cormier qui est coupé et qu'on peut vérifier son âge et sa circonférence. Ça, on espère que ça arrive le moins souvent possible pour ces vieux cormiers, ce qu'on appelle les cormiers historiques. Donc les fleurs de cormier qui apparaissent plutôt en avril, qui sont en bouquet, ce qu'on appelle un corymbe en botanique, et puis cette jolie feuille, on va voir un petit peu plus en détail. Alors les fleurs attirent beaucoup les abeilles. Un petit peu plus tard, à partir de septembre et jusqu'en novembre, les fruits apparaissent, donc on retrouve cette disposition en bouquet comme les... Excusez-moi. Comme les fleurs. Et on retrouve toujours ce beau feuillage. Et un petit peu plus tard, le feuillage veut prendre de très jolies teintes rousse-rosée. Et à un moment, dans l'histoire du cormier, assez récemment, au XIXe siècle, le cormier était planté pour son usage décoratif dans les parcs, parce qu'il a du plus bel effet. Donc c'est un usage qu'on a un petit peu perdu, mais voilà, il était avéré. Un bourgeon avec des écailles vertes, et pour le reconnaître de son cousin, qui s'appelle l'alisier torminal, pardon, ocuparia. Le bourgeon, il est poisseux. Alors son nom scientifique
je n'en ai pas parlé encore, c'est Sorbus domestica. Ça peut peut-être vous paraître un peu compliqué comme ça, mais ce n'est pas du tout fait pour embêter les gens qui ne s'intéressent pas à la botanique, mais c'est pour être précis et pour éviter les risques d'erreur. Les sorbus, ce qu'on appelle les sorbus, c'est un groupement d'arbres qui sont cousins, on va dire ça comme ça, mais il y a des différences. Et pour marquer les différences, on met un deuxième terme. Pour l'arbre qui est mis à l'honneur aujourd'hui, c'est domestica, parce qu'il avait un usage près de la maison. Mais il y a aussi le Sorbus ocuparia, qui lui est proche, qui fait des petites feuilles, enfin des feuilles comme ça avec plein de folioles. Et il y a aussi le Sorbus terminalis, l'alisier terminal. Voilà. Si on n'emploie pas de mot latin, on a beaucoup de problèmes. Et si vous allez chez un pépiniériste qui n'est pas très versé dans les corniers ou les sorbiers, si vous lui demandez un cornier ou un sorbier, il peut vous proposer quelque chose, vous aurez de mauvaises surprises après. Voilà, vous n'aurez pas forcément d'école. Alors, le bourgeon, il est visqueux, il colle, chez Sorbus domestica, chez le cornier. Ça, c'est vraiment un bon critère pour le distinguer de son cousin, le Sorbus ocuparia, le sorbier des oiseleurs. Qui fait aussi des petits fruits, mais avec une petite queue, qui est un peu différent. Il y a un panneau en bas aussi qui présente les différences. Ceci, un autre vieux cornier de la Sarthe, avec une écorce qui est un petit peu brillée, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent. Traditionnellement, dans les corniers que nous avons en Sarthe, dans l'Orne, dans l'ouest de la France, ils ne sont pas vraiment traités en tétard. L'arbre peut le faire, peut être traité en tétard, ça ne le fera pas mourir, mais traditionnellement, ça n'est pas le cas, parce que je pense qu'on voulait récupérer ses fruits. Et pour que la mise à fruit se produise, comme le disait Jean-Pierre Jacob tout à l'heure, il faut un certain nombre d'années. Voilà. Donc si on le traite en tétard, on n'a pas forcément les fruits. Je pense que c'est un usage qu'on a vraiment cherché chez le cornier. Il a une jolie écorce qui peut faire penser à celle du poirier, pour les personnes qui connaissent le poirier, qui font des écailles un petit peu longitudinales, gris assez soutenu, voire sombre, avec un petit peu plus d'âge. Et quand il est laissé libre, il a un beau tronc et quelques belles grosses charpentières. Et pour nous qui avons fait l'inventaire des cormiers de la Sarthe, on en a inventorié plus de 500. Quand on avait vu un cormier, après on était vraiment en mesure de le reconnaître parce qu'il a une silhouette caractéristique. Dans nos régions, je précise bien, parce que chez nous, il n'est pas spontané, il est cultivé. On peut trouver comme ça de temps en temps des semis qui lèvent tout seul, mais il a quand même besoin d'être bien aidé, d'être bien soigné dans ses premiers temps avant de produire des individus aussi beaux. Alors que dans la région méditerranéenne, il est spontané, il va plutôt faire des buissons, mais il ne va pas faire des arbres aussi beaux par contre. Vous le savez sans doute, le fruit du cormier, la corne, peut être de formes différentes, de tailles différentes, d'épidermes différents et de dates de maturité différentes. Donc tout ça, c'est un chantier qu'il nous faut mener pour retrouver tout ça, recomprendre tout ça. Je pense que les anciens, autrefois, le savaient bien, mais c'est un savoir qui a été perdu sans doute à partir de la fin du XIXe siècle, quand on a abandonné la culture du cormier, parce que ça n'était plus intéressant. On commençait à faire la culture du pommier, et le pommier vient vite à fruits, beaucoup plus vite que le cormier, il faut bien 12-15 ans pour le cormier. Donc, qui dit culture qui arrive plus vite, veut dire sélection qu'on peut faire plus rapidement, et donc on a pu aller vers des variétés de pommes qui pouvaient correspondre aux besoins des personnes qui les cultivaient. Donc des pommes plus ou moins actives, plus ou moins tardives, avec des saveurs différentes pour le cidre, pour le couteau, etc. Notre hypothèse est que pour le cormier, il y a eu ce savoir, il y a eu cette connaissance fine, mais que nous l'avons perdue. Et nous voyons la feuille du cormier. Alors on dit que la feuille, elle est composée, parce que le bourgeon sur le rameau va être à la base de... Pétiole, merci.
Et tout ça, ce ne sont pas des feuilles, ce sont des folioles. Voilà. Hein, donc ça, c'est important d'avoir ça en mémoire. Alors, pourquoi cultivait-on le cormier? On le cultivait pour son bois, qui était un bois avec des propriétés mécaniques vraiment très très intéressantes, à une époque où, si on n'avait pas de bois, si on n'utilisait pas les ressources locales, ben, on n'avait rien. Donc, on utilisait notamment pour les dents d'engrenage de moulin, les outils de, voilà, vous confirmez, les outils de menuisier. Je crois que jusque dans les années 70, les apprentis menuisiers préparaient leurs propres outils en bois de cormier. Voilà. Donc, l'autre usage, c'était les fruits. Les fruits qu'on consommait blé. Donc, le blé, c'est une notion que nous avons perdue maintenant. Ça veut dire que ce n'est pas pourri. Être blé, c'est pas être pourri, ce sont des choses complètement différentes. Ça veut dire que l'intérieur, la pulpe du fruit s'est transformée. On pense que c'est un travail des sucres, etc. On ne connaît pas encore tellement le pourquoi du comment, mais il y a une transformation. Et les sucres, d'ailleurs, deviennent un petit peu plus alcoolisés. Et à ce moment-là, la corne devient consommable. Avant, quand elle tombe de l'arbre, quand elle est encore bien ferme, elle n'est absolument pas consommable, ou alors si vous le faites, ça vous risque et péril, puisque on disait dans le Poitou, mais on dit maintenant un petit peu partout en France, maintenant que le cormier se connaît mieux, si vous mangez 7 cornes vertes, vous changez de sexe. Un autre usage de la corne, donc, on peut la faire sécher, elle sèche très très bien, et à une époque où on n'avait pas forcément accès à de l'eau potable, parce que l'eau potable c'était soit l'eau du puits, soit l'eau de la mare, soit l'eau de la rivière. Voilà, si on mettait des fruits ou des céréales à l'intérieur de cette eau et qu'on provoquait une fermentation alcoolique, l'alcool aseptisait l'eau. Voilà. Donc on consommait des boissons comme ça pour avoir de l'eau, des boissons plus ou moins potables. Alors les cornes, passées, on va dire fin novembre, début décembre, elles sont blêtes, mais après elles vont s'abîmer. Donc elles peuvent être séchées, elles peuvent se conserver très très longtemps, et comme ça, quand on a besoin, on les remettait dans un tonneau avec de l'eau, elles se réhydrataient et on faisait une boisson fermentée. Donc ça, c'était un usage de la corne. On peut aussi l'écraser pour en faire une poudre qu'on introduit dans des gâteaux, dans le pain. Tout à l'heure, au verre de l'amitié, après la plantation du cormier, quelqu'un nous avait apporté un pain de seigle avec de la corne à l'intérieur. Voilà. Un autre usage qui est très beau, qu'on a perdu maintenant, c'est l'usage médicinal de la corne. Donc la corne, comme on dit, resserre les flux de ventre. C'est une façon élégante de parler des phénomènes de diarrhée, qui étaient des phénomènes extrêmement, des problèmes sanitaires très cruels à l'époque, puisqu'on ne savait pas trop ce qu'on consommait et qu'on pouvait facilement mourir d'aliments pas très sains, etc. Et on a, dans la littérature, il y a des témoignages de personnes qui ont été sauvées en consommant des cornes qui étaient encore vertes, pas tout à fait blêtes, donc qui peuvent être consommables. Sans doute fallait-il beaucoup de courage quand même pour les manger, mais n'empêche que ça a permis de les sauver les personnes. Donc ici, c'est une magnifique gravure du XVe siècle d'un marché en Italie. Voilà. Et cette gravure figure dans le livre d'un précurseur en matière d'intérêt pour le cormier, qui est un Allemand, et qui a écrit Der Speierling. Der Speierling, ça veut dire le cormier en allemand. Donc c'est un livre qui a été écrit, je crois, dans les années 2000. Voici une corne blette, donc là elle est encore dans l'arbre. Ce cormier pousse à la Devinière. La Devinière, c'est la maison natale de Rabelais. Rabelais parle du cormier dans Gargantua et Pantagruel. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? À boire, belle piscantine et bon cormé. Entre autres. Donc, on buvait le cormé du temps de Rabelais et il semblait l'apprécier. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'usage du bois. Ceux-ci s'appellent des aluchons.
donc un engrenage à l'intérieur d'un moulin. Ces aluchons étaient fabriqués en bois de cormier. On faisait engrenage en bois contre engrenage en métal, parce que bois contre métal, ça faisait un peu moins de bruit. Ça voulait quand même faire déjà beaucoup de bruit. Et ce sont des pièces amovibles, et donc on changeait comme ça les aluchons. On a beaucoup de cormiers, comment dire. Bon, ça c'est pas précis, c'est des choses à retrouver. On nous a dit, oui, auprès de chaque moulin, il y avait un cormier, etc. Bon, les moulins avaient besoin des cormiers, mais les moulins dans l'ouest de la France, dans le nord de la France, encore plus que dans le sud, parce que les techniques, le mode, comment on peut dire, le schéma des moulins dans le nord de la France, c'est des schémas, c'est des roues, c'est des moulins à roues verticales, donc qui nécessitent plein d'engrenages à l'intérieur. Donc qui dit engrenage dit bois de cormier. Et au sud de la France, ce sont des moulins avec des roues horizontales. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Voilà, nous, on n'est pas habitués à ça. Et donc, il y a besoin de beaucoup moins d'engrenages, donc moins de bois de cormier. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Donc, alors n'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin. On a parlé des outils en bois de cormier. L'outil par excellence est complètement en bois de cormier, mais si on n'avait pas assez de bois ou peut-être pas assez d'argent, on faisait seulement la semelle en bois de cormier et on rajoutait la partie supérieure avec ce qu'on avait, charme, etc. Il y a plein d'autres essences qui faisaient tout à fait l'affaire. Ah, ben c'est fini. Voilà, on m'avait dit des photos, donc j'ai respecté ce qu'on nous a demandé. Je suis à votre disposition si je peux répondre à vos questions. Ou alors vous savez déjà tout sur le cormier. Vous avez peut-être lu le traité du cormier qu'on a publié en 2009. Oui, je vous en prie. Bonjour. Donc, moi je voudrais savoir, parce que j'ai commandé 5 cormiers là, que je vais planter. Et je voudrais savoir à quoi il faut faire attention au moment de la plantation et si, par rapport à l'emplacement qu'il faut leur donner, est-ce qu'il faut qu'ils soient isolés, en haie? Alors, traditionnellement, le cormier est isolé. On n'a pas trouvé de cormier en groupe, en ensemble, en cormeret, comme il existe des chênaies, des saulets, etc. Oui, voilà. Alors, c'est peut-être pas uniquement parce que c'était les habitudes de planter les arbres isolés, mais semble-t-il que c'est un arbre qui aime être isolé. Voilà, d'après les forestiers, c'est ça. Donc je pense qu'il va plutôt apprécier d'être isolé. Ne le mettez pas dans un bois, ou si vous le mettez dans une haie, surveillez-le bien pour que les autres arbres ne lui fassent pas de concurrence, parce qu'il va avoir du mal sinon à se développer. Alors ce qu'il n'aime vraiment pas, c'est l'humidité stagnante. Ah oui. Voilà, ça c'est vraiment, on peut le mettre quasiment partout. Nous, dans l'inventaire qu'on a mené, on a été très surpris. On a trouvé le cormier dans plein de situations différentes. Donc, calcaire, terrain acide, etc. À nos yeux, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour lui, c'est que ce soit des terrains drainés. Il vient quand même du sud, donc voilà, ça c'est important. Et puis, quand on le plante, c'est vraiment le protéger des lapins, des chevreuils, voilà, etc. Donc, vraiment faire une belle protection, comme celle qui a été faite pour l'arbre qui a été planté tout à l'heure. Même si votre cormier est tout petit, il ne faut pas hésiter à lui faire une belle protection. Voilà. Ce serait une recommandation. L'arroser, et surtout le surveiller au moins pendant plus d'1 an, voire 2 ans, surtout avec des étés secs comme on a eu. Voilà, si vous voulez leur donner un maximum de chance. Parce que donc, il n'est pas indigène chez nous. Ce n'est pas un arbre de chez nous. Une fois bien installé, il va être très résistant, il va vivre plusieurs siècles. Mais au départ, il faut l'aider. Oui, il faut les assembler. Voilà. Là, voilà, on en est là, Ça veut dire que ça ne convient pas, ça Si, ça va. au contraire. L'argile, ça va. Ah, l'argile. Ah bah non, c'est Bah non, justement, ça va. Un petit peu quand même. Ou alors que ce soit en pente, enfin, voilà. Voilà. Il n'est pas difficile. Hein. Il n'est pas difficile. Même si planter sur les racines sur un terrain. Alors, il semblerait, ça je ne suis pas du tout une spécialiste des racines, mais qu'un arbre, au fur et à mesure de son âge,
modifie son système racinaire. Alors je crois que c'est d'abord une racine pivotante et après il développe les racines traçantes. Donc il s'installe et après il s'accroche. On va dire ça comme Et ça. alors la forme des fruits peut être très différente. Là, ça a été vraiment la surprise pour nous quand on a démarré notre inventaire. Je dis nous parce que donc l'association Cormier Sorbus Domestica en fait émane de l'association CPNS, qui est une association qui est dans la Sarthe et qui avait mené un inventaire des cormiers dans le cadre d'un inventaire des arbres remarquables de la Sarthe. Donc on était vraiment parti inventaire des arbres, la taille des arbres, etc. On n'était pas du tout attentif à la forme des fruits. C'est au fur et à mesure, tiens, c'est pas comme ça, c'est pas le fruit que j'avais vu, tiens, d'abord c'était une corne jaune, puis celle-là, ça n'a rien à voir avec cela. Voilà, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, les cornes avaient des formes extrêmement différentes, des tailles différentes, etc. Parce que j'ai vu des photos, on dirait presque des mangues. Oui. La forme très grosse et un Oui. peu... Et alors là, notre ami alsacien, il n'est pas là, Robert? Non, il est parti. Si, il est là. Si, Robert, pardon, je ne te voyais pas. Donc, Robert Luckmann, qui vient d'Alsace, exprès pour la journée du cormier, vit à Marmoutier ou près de Marmoutier, où il y a un ensemble de cormiers absolument extraordinaires. De toute façon, tu nous en tout à l'heure, voilà. Hein, donc, et là, donc Robert a apporté des cornes absolument énormes, quoi. On est tous là, pousser des grands cris d'admiration, parce que des fois, les cornes que nous avons ne sont pas plus grosses que l'ongle du pouce dans le meilleur des cas. Ça dépend. Donc voilà, il y a une grande variété de formes, d'épidermes. Dans la Sarthe, la corne qui est brune, qui a un épiderme mat, on l'appelle la corne grise. Voilà. Et il y a des cornes jaunes, rouges, bicolores, qui restent vertes. Voilà. Par contre, quand elles blétissent, elles deviennent toutes brunes. Et dans la Sarthe, on dit qu'elles ne sont pas blêtes, elles sont bièches. Voilà. Et un peu plus vers le sud, on dit qu'elles sont chopes. Vous connaissez peut-être cette expression. Voilà. Et on les soupçonne aussi, ces cornes, d'avoir des périodes de maturité différentes. Voilà. Mais tout est à découvrir. En fait, quand on plante un arbre, on ne peut pas savoir quelle forme ou quelle couleur auront les cornes. Non, ou alors il faut le greffer. Ah, Si vous le greffez, vous êtes assuré de la variété que vous greffez. Voilà, donc c'est la surprise, la bonne surprise ou la mauvaise. Là, quelqu'un vient de me raconter, votre ami Philippe, il est là, Philippe Mayer, non? Non, bon, voilà. Il me racontait qu'en Allemagne, où on est bien avancé aussi sur la question des cormiers, et justement notre ami Arnaud nous en parlera aussi tout à l'heure. Hein. En Allemagne, il y avait un cormier avec des gros fruits qui étaient bien multipliés. Et un jour, le pépiniériste en a oublié toute une série dans un coin. Voilà, ces cormiers, il les a laissés comme ça. Et puis les cormiers, bon an, mal an, ils ont fini par produire des fruits, ça veut dire qu'ils avaient été oubliés quand même assez longtemps. Et un des cormiers, sur toute la série qui avait été oubliée, a produit des très gros fruits. Tout à fait, enfin voilà, de façon inexpliquée. Donc maintenant, on prend des greffons de ce cormier qui produit des gros fruits. Voilà. Voilà. Comment voilà. Oui, voilà. Donc c'est pour retrouver la variété qui nous intéresse. Alors on ne sait pas s'il y a des variétés qui sont plus goûtues pour faire du cornet, pour faire... tout de suite on s'intéresse à la confiture. On ne sait pas tout ça, on a tout à découvrir. C'est pour ça qu'on a créé l'association, pour donner encore plus de lisibilité et de portée à l'action qu'on a déjà commencé avec la CPNS. Comment est-ce qu'on explique la différence de forme entre le nord et le sud de l'arbre? Alors, ce sont les conditions climatiques hein, qui sont... Ce sont sans doute les conditions climatiques. Hein. Nous, on est allé voir dans les Alpes de Haute-Provence et dans les Bouches-du-Rhône. C'est beaucoup plus sec, il y a moins d'eau. Donc on était surpris, on l'a vu en buisson. On l'a vu en buisson et on a réussi à voir, grâce aux amis qui nous accueillaient, des cormiers greffés. Alors oui, ça j'en ai pas parlé du greffage des cormiers. Hein. Dans la Sarthe,
quand on avait fait l'inventaire au tout début, donc on ne s'intéressait pas à ces questions-là. Puis c'est après qu'on s'est dit, mais au fait, il n'y a pas de cormier greffé, il y a bien des pommiers greffés, etc. On n'en a pas trouvé. C'est après l'inventaire qu'on s'est rendu compte qu'en fait, si on en avait un, Torigny surdoué. Voilà. Et on s'est dit, bah alors le greffage, c'est possible, c'est pas possible. Dans la littérature, Richard confirmera, hein, non c'est Jacques Joubert, a trouvé un traité écrit par un frère, un moine, un frère religieux de la région du Mans, en 1552, et qui disait, j'ai essayé de greffer le cormier, j'y suis jamais arrivé. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte ça? Donc oui, dans le sud de la France, les cormiers sont nettement moins beaux. Ils sont, pas forcément, les conditions sont moins favorables pour eux. Et on les laissait pousser à côté des maisons, ça poussait tout seul. Et on favorisait un arbre qui était à côté de la maison, et on le greffait pour améliorer la corne qu'il produisait, et pour accélérer sa mise à fruit. Voilà. Mais ça devait très bien se faire dans le sud, facilement, le greffage, parce qu'il est chez lui. Bon, alors maintenant, on sait qu'il faut greffer plutôt le cormier fin août, début septembre, et greffe enfante, comme on a vu avec Jean-Pierre. Voilà. Mais... En mars. Comment? En mars, il a dit. Oui, mais non, les greffeurs de cormier font fin août, début septembre. Alors Philippe Boutry, ben oui, Philippe Boutry qui ne peut pas être là, c'est un croqueur de pommes de Bourgogne qui a créé un verger de cormier à gros fruits depuis 20 ans. Il a plusieurs hectares. Il fait le tour de la France pour collecter les greffons de cormier à gros fruits, et il a fait son verger, et donc lui, il collecte les greffons fin août, début septembre, et il greffe tout de suite. Et il greffe tout de suite. On a greffé une première fois, on avait prélevé une première fois des greffons à un vieux cormier pas loin de chez nous, à la Chapelle-Souef. Il était venu le faire lui-même, pardon. Et ça n'avait pas marché parce qu'il avait pris des branches trop basses. On avait pourtant un échelillard, mais on n'avait pas réussi. Alors il était un petit peu triste, il voulait qu'on recommence. On a fait appel à un élagueur, fin août, début septembre, qui là a prélevé des greffons au sommet du vieux cormier. On a vite taillé les greffons, on a envoyé ça en chronopost, et vite après Philippe a greffé, et il a réussi des greffes de cormiers sur ces cormiers-là, et nous en avons envoyé 2. Il y en a un qui est maintenant planté en face de l'école de Saint-Germain-de-la-Coudre, qui s'appelle l'école des cormiers, parce que c'est la commune de Saint-Germain-de-la-Coudre qui a le plus de cormiers historiques dans le département de l'Orne, et il y en a un autre qui pousse chez nous. Voilà. Mais ils ont été greffés fin août, début septembre. Alors, je sais que Jean-Pierre, lui, il fait ça, mais... On m'a dit que l'institutrice, il était pour quelque chose. C'est vrai? Oh, tu nous raconteras ça, Richard. Voilà. Je pense qu'effectivement, Voilà. comme après, il y a quand même monsieur l'Alsacien. Vous avez beaucoup de renseignements.